Chapitre 3. Comment le biological nurturing fonctionne-t-il? Le cadre théorique. Après la naissance, quand mère et bébé restent peau à peau ou légèrement habillés en contact étroit, face à face, chacun des deux produit simultanément de l'ocytocine. Ce contact stimule la transition postnatale et a des effets favorables sur l'attachement et sur l'allaitement. Dans nos maternités modernes, le père est souvent encouragé à couper le cordon. La naissance est synonyme de séparation, rupture et discontinuité. Pourtant, la glande mammaire est programmée pour prendre le relais du placenta, mais on ignore souvent cet aspect important de son rôle, offrir un potentiel de continuité lors de la transition postnatale du fœtus au nouveau-né. Continuité et discontinuité sont des termes du développement de l'enfant faisant référence aux périodes de stabilité ou aux changements caractéristiques des différentes étapes de croissance. À la naissance, inévitablement, le bébé passe de la matrice, un environnement sombre, chaud, mouillé et protégé, où les sons sont étouffés et les mouvements limités au monde, un environnement froid, sec, lumineux, bruyant et sans limite. Le bébé doit se débrouiller pour vivre sans placenta et faire face à des changements physiologiques exigeant une adaptation cardiovasculaire, pulmonaire, thermique, vestibulaire, immunitaire et métabolique. Ces altérations soudaines ont fait de la naissance l'un des moments considérés comme le plus dangereux de toute la vie. Pourtant, en y regardant de près, on peut identifier chez les fœtus des éléments de continuité nutritionnelle, thermique, moteur et d'état. Prendre en compte ce potentiel de continuité peut aider le nouveau-né à s'adapter à la vie extra-utérine. Maintenir le bébé sur le corps de sa mère, c'est le garder au bon endroit au bon moment. Ce que Niels Bergman appelle le bon habitat. La continuité avec la mère, source familière de stimulation sensorielle, entre parenthèses, voix, odeur, goût, chaleur et battement du cœur, assure une protection continue. Le biological nurturing semble provoquer des gestes maternels innés, de protection qui répondent à chaque besoin du nouveau-né. C'est pourquoi je l'appelle souvent une stratégie de relais. Le BN, continuité pour les mères. Enfanter représente une multitude de changements pour les mères. Pendant la grossesse, elles portent constamment leur bébé. Ce serait idiot de leur dire de le poser. Pourtant, dès la naissance, on leur conseille de le mettre dans un berceau à côté de leur lit. Des anecdotes et des expériences cliniques montrent que beaucoup de femmes se sentent vides après l'accouchement. De Gasquet, 2005, un médecin français en maternité, montre que l'accouchement ouvre le bassin. Elle recommande de commencer à le refermer sur la table d'accouchement. Sur le plan psychologique, les mères peuvent aussi ressentir un malaise dû au fait que leur ventre est désormais vide. Tout comme le rééquilibrage du bassin peut prendre 6 semaines, le BN peut minimiser la séparation corporelle brutale à l'accouchement et aider une remise en place viscérale et psychologique. Le rôle nourricier-nourrissant du corps de la mère, qui est un solide fondement du BN, est clairement manifeste et invite la mère à reconnaître le paradoxe de symbiose-séparation simultanée. Les mères peuvent choisir de dire qu'elles se sentent vides. Peut-être se sentiraient-elles moins vides si elles gardaient un contact corporel étroit avec leur bébé. Adaptation métabolique. Le BN peut aussi aider les nouveau-nés à accomplir l'adaptation métabolique. Avec l'apport constant de glucose par le placenta pendant la gestation, les bébés à terme naissent bien nourris. Pourtant, ce flux d'énergie cesse brutalement à la naissance, lorsque le cordon ombilical s'arrête de battre. Le nouveau-né doit s'adapter au rythme de l'alimentation discontinue de la vie extra-utérine, tout en gardant des concentrations normales de glucose sanguin. La recherche montre un lien entre de longs intervalles de tétée et des taux bas de concentration de glucose sanguin, mettant certains bébés vulnérables à risque d'hypoglycémie. Pratiquer le BN augmente souvent la fréquence des tétées, réduisant par là l'intervalle entre deux tétées, ce qui introduit une continuité nutritionnelle proche de l'apport constant de la vie fœtale. Au cours d'une recherche métabolique dans les hôpitaux de Londres,
une participante avait un bébé légèrement prématuré, mais en bonne santé, né à 34 semaines de gestation. Cette mère a pratiqué le BN pendant 16 heures dans les premières 24 heures, sans jamais utiliser le pot à pot. Normalement, ce bébé prématuré aurait été transféré en néonatologie et nourri à la sonde pendant les premières heures et les premiers jours postnatals. Or, avec sa mère en BN, le bébé a maintenu ses concentrations de glucose sanguin dans les limites normales et a été nourri exclusivement au sein depuis sa naissance. Ces observations, qui vont des essais cliniques à un cas d'étude, nous suggèrent que les mères devraient être encouragées à pratiquer le BN au moins les 3 premiers jours postnatals, le temps de l'adaptation métabolique. Continuité de l'ocytocine maternelle. Le BN peut aussi assurer une continuité d'ocytocine, l'hormone connue surtout pour les effets mécaniques de contraction et d'éjection. Pour être efficace, l'ocytocine doit être sécrétée de manière pulsatile. Nous savons que les concentrations de cytocine augmentent pendant le troisième trimestre de la grossesse. Mais Nissen et Cole, 1996, montrent que la pulsatilité atteint en maximum juste après l'accouchement. Ces pics assurent une protection en maintenant l'utérus bien contracté, diminuant ainsi le risque d'hémorragie postnatale précoce, 24 premières heures après l'accouchement. La pulsatilité élevée de cytocine au 2e jour est aussi associée à une plus longue durée d'allaitement. On peut en déduire qu'encourager une mère à pratiquer le BN pendant les premiers jours pourrait maintenir ses pics de cytocine et réduire le taux de sevrage précoce. On peut également supposer qu'encourager le BN pendant 6 semaines offrirait une protection naturelle contre l'hémorragie postnatale secondaire, entre parenthèses les 6 premières semaines postnatales. 6 semaines, rappelons-le, c'est aussi le temps nécessaire à la fermeture du bassin et à l'établissement de l'allaitement au sein. Allaitement les premiers jours et production de lait. Les schémas de l'allaitement pendant les premières 24 heures sont souvent différents en type, fréquence et durée de ceux qui s'établissent plus tard. Ils changent d'un jour à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régularité. Les bébés laissés dans un berceau peuvent ne pas se nourrir du tout pendant 8 heures ou plus. Pourtant, le premier jour, les bébés observés en épisode BN prenaient le sein et tétaient souvent, mais la durée de chaque épisode était généralement très courte. Ces schémas précoces sont souvent suivis par des périodes de tétée presque continues au 2e et 3e jour, indiquant que des horaires établis arbitrairement sont malvenus. Cette frénésie de tétée coïncide avec le moment des peurs de ne pas avoir assez de lait. Biologiquement, il est presque impossible de manquer de lait dans les premiers jours. Les études ont montré que les mécanismes de production chez la mère sont développés complètement en environ 4 mois de grossesse. Beaucoup de mères produisent des petites quantités de lait à partir du 4e mois. De fortes concentrations d'œstrogènes et d'hormones placentaires inhibent une production importante. Nous savons que les mères qui font des fausses couches après 4 mois ont malheureusement une production de lait qui augmente jusqu'à devenir abondante. La peur que ressentent les mères d'une insuffisance de lait provient de la culture du biberon. Elle est aggravée par l'information, bien intentionnée mais erronée, qui leur est fournie sur la montée hypothétique de lait au 3e jour postnatal. Physiologiquement, c'est faux car le lait arrive pendant la grossesse. Autour du 3e jour, c'est seulement la quantité qui augmente. Initialement, les bébés n'ont besoin que de petites et fréquentes gorgées de colostrum, qui est le premier lait. C'est un avantage qu'il n'y ait pas de production abondante dans les premiers jours, car cette tétée fréquente aide le bébé à s'organiser. Il apprend à coordonner la succion et la déglutition avec la respiration. Nous savons depuis de nombreuses années que la succion est un facteur important de la production de lait, favorisant de fortes concentrations de prolactine, l'hormone de la production. Par ailleurs, la sécrétion de cytocine peut être stimulée simplement en pensant à son bébé, avec un pic significatif de pulsatilité à 2 minutes et demie. A contrario, sauf dans les minutes qui suivent la naissance, la prolactine n'est stimulée que par la tétée, entre parenthèses, face et main du bébé au contact du sein, et extraction active du lait.
avec un pic de pulsatilité de prolactine après 35 à 45 minutes. Ces recherches montrent qu'au début, la production de lait est régulée par un contact corporel riche et des vidages du sein fréquents de petites quantités de lait. Et nous devons clarifier ces procédés physiologiques avec les mères. Quand on démarre son allaitement, une tétée appelle la suivante. Beaucoup de mères disent qu'elles ne peuvent pas poser leur bébé. Nous devons leur expliquer que c'est normal. Les mères pensant souvent qu'elles n'ont pas assez de lait parce que leur bébé pleure quand elles le posent. Il s'agit la plupart du temps d'une mauvaise interprétation. Le bébé pleure parce qu'il n'est plus au bon endroit. Biologiquement parlant, pendant au moins les 3 premiers jours, le temps de l'adaptation métabolique, il n'est pas normal de poser son bébé de façon prolongée. Le contraste, le modèle actuel de gestion de l'allaitement. À l'opposé du BN, nous avons le modèle actuel de gestion de l'allaitement. Dans les années 1980, Woolridge publia ses études importantes sur l'anatomie de la tétée. La gestion de la lactation devint essentielle pour que les mères réussissent. Des éléments de soutien furent simultanément développés, étape par étape, dans le monde anglophone. Bien que les études de Woolridge et ses confrères soient limitées à la cavité buccale du bébé, les applications cliniques de leurs résultats ont standardisé les positions, les compétences et les techniques enseignées aux mères. Comme pour le travail dirigé de l'accouchement, on créa un système préétabli de gestion de l'allaitement pour montrer aux mères les techniques. Pour commencer, les sages-femmes devaient conseiller aux mères de s'asseoir droite ou de s'allonger sur le côté. Ensuite, on apprenait aux mères comment tenir leur bébé de 3 manières différentes. La main donne inversée ou en ballon de rugby, en mettant le bébé parfois sur un coussin, parfois sur les genoux. Pour que le bébé prenne correctement le sein, on l'approchait le menton en avant, le nez face au mamelon, et en plaçant celui-ci dans sa bouche grande ouverte. Figure 3. De cette manière, les partisans de la gestion de l'allaitement considéraient que la prise de sein dite asymétrique était réussie lorsque le bébé prenait plus de la moitié de la partie basse de l'aréole dans sa bouche. Quand j'entrepris de recherches approfondies dans la littérature pour mon doctorat, je ne pus trouver aucune donnée fiable qui soutienne ces recommandations. Cependant, je trouvais des informations intéressantes parmi la recherche non publiée officiellement. Par exemple, dans ses recherches de doctorat, Sulkova, une psychologue, rapporte des observations faites lors de tétées en décrivant des comportements spontanés mère-bébé. Cette chorégraphie est à la base de la technique de Prague de description du comportement du nouveau-né en outil d'évaluation. Parmi les différents éléments, Sulkova observa les techniques de mère à qui on avait appris à allaiter en position assise verticale ou allongée sur le côté. Sulkova décrit chez certaines mères des tensions comme si elles portaient une charge et des positions assises déséquilibrées, suggérant que les mères sacrifient toujours leur propre confort pour une bonne prise de sein. Biological Nurturing, une stratégie pour garder mère et bébé ensemble. En résumé, les besoins du nouveau-né sur les plans nutritionnel, développemental et émotionnel sont assouvis par les tétées en contact corporel étroit. Dans un environnement protégé et calme, les signaux olfactifs physiologiques peuvent éclairer le chemin jusqu'au sein. Dans ses premiers jours de vie extra-utérine, le nouveau-né fait des gestes instinctifs pour trouver et prendre le sein. Les mères aussi ont des gestes instinctifs. Lorsqu'elles pratiquent le BN, elles placent leur bébé sur elles de façon à provoquer les réflexes archaïques qui l'aident à trouver le sein. Biologiquement, c'est le contact étroit face à face de la mère et du bébé qui va déclencher les comportements innés mère-bébé, même si certaines pratiques de celle de naissance masquent cette compétence instinctive. Le contact du corps entier du bébé sur le corps de la mère semble activer ces réflexes, alors que le contact des yeux, la vue et l'odeur du bébé, avec ses mouvements et ses adorables petits bruits, semble déclencher des réponses spontanées chez la mère. Dans une relation, ce n'est pas toujours la même personne qui dirige. Il semble que nous soyons plutôt devant le phénomène de l'œuf et de la poule, où il est impossible de dire lequel des deux commence. Comme dans beaucoup de relations, la question qui a commencé devient hors de propos.
En 1954 déjà, Grant Lee Dick Red, un obstétricien pionnier de l'accouchement sans peur, résumait les capacités biologiques de la mère. Il proclama que l'allaitement au sein satisfait tous les besoins de chaleur, de sécurité et d'alimentation du bébé. Ces déclarations, qui n'étaient à l'époque que du bon sens, sont maintenant confortées par la recherche. En se construisant à partir d'un potentiel de continuité dans la transition du fœtus au nouveau-né, le BN est une stratégie de retour vers le futur. À partir de l'œuvre de Grant Lee Dick Red, n'est-ce pas le moment de parler de l'allaitement sans peur? En faisant la synthèse des études des années 1970 et 1980, qui mettaient en évidence les compétences du bébé, avec l'efficacité des soins kangourous et la physiologie de la transition métabolique, il devient clair que l'allaitement met en relation de façon complexe l'inné et l'acquis. La prochaine étape pour moi était de comprendre le rôle du biological nurturing dans ce processus, ce qui exigeait de poursuivre la recherche.